point lecture de avril. Alors vous verrez, il y a 3 parties. La première partie qui va être juste après cette intervention, qui va vous parler des livres que j'ai lus dans la première quinzaine d'avril. Donc je serai à la maison parce que je l'ai déjà enregistré avant de partir, bien comme il faut, machin, avec mes petites lumières. Il y aura donc la partie que j'ai enregistrée il y a 2 minutes dehors. Vous verrez, je suis dans le jardin, j'espère que le son est pas mal. Et il y aura une autre partie. En fait, il me reste un livre à lire que j'aurai à lire à Marseille qui s'appelle Frère ennemi de Marc Zellweger. Et vous verrez l'autre Lisa avec les lumières, les machins, le bon micro. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai lu tout ce que je voulais lire en avril et j'ai même rajouté 3 BD puisqu'on m'a offert très gentiment l'intégrale, merci Dame Chantal, elle me gâte beaucoup trop, l'intégrale des Artilleuses, donc de Pével et Willem. Je suis désolée, je dois avoir de la cendre de partout parce que j'ai ravitaillé les bûches. Et je pense que sur le truc extérieur, j'ai dû me toucher, je dois en avoir de partout, je dois être toute noire, c'est super. Bon bref, on s'en fout. Donc je vous souhaite un bon point de lecture d'avril, c'est un truc un peu particulier. Oui, j'ai le même t-shirt que pour les items Lise, hein, mais que voulez-vous, hein, voilà. J'ai fait ça le même jour parce que il y avait une éclaircie, ça faisait 3 jours où il faisait pas beau, il pleuvait, on s'est pris des grenouilles, machin. Là, il y avait une éclaircie, donc j'ai profité pour faire l'ensemble que j'avais pas fait et que j'aurais pu faire bien avant. Voilà, alors c'était juste pour vous montrer. Voyez, je mon petit ban solo. Voilà. Oui, c'est les décorations à la Casbah. On s'en fout. Voilà, et j'ai même mis, voyez, les bouquins avec lesquels je ne repartirai pas parce que tout simplement je vais pas repartir avec ces bouquins là parce qu'il n'y a aucun coup de cœur. Voilà, si j'ai un coup de cœur ou si j'estime qu'ils doivent rentrer dans le truc final de l'année du 2022, je les récupérerai, sinon ils resteront là. Ça m'évite d'avoir du poids dans les valises. Allez, je vous laisse avec la Lisa d'avant le 15 avril et vous verrez ça et puis j'espère que ça vous plaira. Dans le point lecture du mois d'avril. Alors vous allez voir, il y aura 2 parties ou 3. Au mieux 2, au pire pour vous 3. Enfin 3. Parce qu'en fait, il me reste 4 livres à lire après ceux que je vais vous présenter que j'ai lus avant le 10 avril. Je pense pouvoir lire les 4 avant la fin avril. Sans aucun souci, sauf s'il se rajoute quelque chose. Mais normalement, oui. Alors, le dernier, j'ai vraiment envie de le lire la dernière semaine, parce que la dernière semaine, j'aurai plein de choses à faire, et j'ai pas envie de me surcharger. Donc, je pense que pendant les 15 jours où je suis en vacances, j'en lirai 3. Et donc, le dernier, vous me verrez avec un autre accoutrement. Peut-être, ou comme je l'embarque dans mes bagages, si je le lis, eh bien, vous verrez 2 parties à cette vidéo, donc ça va vous faire, on va dire qu'il y aura une Lisa d'avant le 10 les rameaux, et une Lisa après Pâques. Alors avant c'est le poisson d'avril, après c'est le lapin de Pâques, ou la poule, ou enfin ce que vous voulez, personnellement, voilà. Donc, oui, ça part en avril, là, après le mois des fous, ne te découvre pas d'un fil, Lisa s'est découverte, hein, donc du coup, honteuse, hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai lu les 10 premiers mois, les 10 premiers jours d'avril. Oui, j'ai besoin de vacances, hein, vous aussi? Eh ben moi aussi. Donc je suis assez contente parce que j'ai lu en gros 4 romans, enfin dont 2 assez légers et Bon alors là, il y a la version Lisa heureuse et derrière, c'est le dernier tome. Voilà, la version Lisa pas contente. Non, enfin, je plaisante. Alors c'est le 10e tome et donc le dernier de Capitaine Albator Dimension Voyage. Je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer qui est Albator, qu'est-ce qu'il a fait Albator dans les 9 premiers, sachant que c'est la bataille finale contre la reine des Sylphides, que Albator est toujours droit dans ses bottes. Voilà, que l'Arcadia se dédouble. De toute façon, il n'y a qu'à voir la 4e de couverture. Et que j'ai été très contente de revoir un personnage dont je me souvenais dans les dessins animés, qui m'avait beaucoup plu, disons autant que Albator, hein, pour vous dire. Et que j'étais contente de le revoir. Il m'en faut peu, hein. Voilà.
Sinon, c'est toujours excellemment bien dessiné, c'est toujours sublime, c'est toujours merveilleux. Albator est toujours aussi sexy. Voilà, donc c'est la fin, hein. Voilà, vous êtes heureux parce que vous allez vous dire, elle va peut-être passer à autre chose, la bête. Il y a plein d'autres déclinaisons d'Albator, hein. Je vous signale au cas où... Ah bah oui, donc Albator, tome 10. Deuxième roman, enfin deuxième livre et premier roman que j'ai lu au mois d'avril, c'est un livre que j'ai reçu comme celui qui suivra en service de presse, et je signale encore, parce qu'on me l'a encore demandé, je ne reçois pas de service de presse, je n'ai pas de partenariat avec de maisons d'édition, je n'en demande jamais. De toute façon, depuis à peu près, je le redis parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ah bon, depuis, on va dire, en gros, le début 2021, je ne reçois plus de service de presse, on ne m'en propose plus du tout. J'ai dû être blacklistée par quelqu'un ou par plusieurs personnes alors que je faisais toujours bien mon travail. J'étais peut-être trop bien élève, j'aurais dû entasser tout ça dans des bibliothèques en disant « Désolée, j'ai pas le temps de le lire !» J'en sais rien, bon bref. Non, c'est quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais parce que peut-être que tu les lis trop vite. » Bah j'ai dit « Non, je les lis parce que quand on me les propose et que je les prends, ça veut dire que j'ai vraiment envie de les lire tout de suite. Sinon, voilà. » Cette maison d'édition, c'est une maison d'édition suisse qui s'appelle Au Trouble. En fait, je connaissais l'attachée de presse avant et elle sait que les trois auteurs, parmi les trois auteurs qu'il y a dans leur maison d'édition, il y en a, ces trois-là, je les aime bien. Donc elle me propose, elle ne me dit pas, c'est pas un partenariat, c'est rien du tout. Elle me dit, voilà, elle envoie le catalogue à tous les gens qui sont en partenariat et je fais partie de ce listing d'envoi. Et elle me demande pas si je veux ou non. Et à chaque fois qu'il y a un titre de ces gens-là qui sort, elle m'envoie le catalogue parce que ces gens-là sont là. Elle m'envoie pas le catalogue de toutes les parutions, hein, voilà. Mais comme j'aime bien ceux-là, elle me les envoie. Donc ça fait partie des services de presse, mais c'est les seuls que je reçois. Tous les autres, j'achète mes livres. Alors, je ne vais pas revenir sur les partenariats. J'ai déjà fait une vidéo en début d'année. Vous avez qu'à aller la voir sur les projets et bilans de la fin d'année. Honnêtement, voilà, je ne cherche pas ça parce que j'aime avoir mon indépendance de lecture, de pouvoir choisir les livres que je veux, de pouvoir piocher à la librairie, dans ma palle, dans les propositions que vous me faites ou que je vois chez mes petits camarades, ou que je vois chez les les grandes booktubeuses. Et donc, voilà, je fais mon marché moi-même. Et puis voilà, c'est tout. Je quémande pas. Et puis, les précédentes fois, je ne quémandais pas. On m'envoyait, je demandais, et puis depuis, voilà. Après, j'ai été jetée par tout le monde. Donc, visiblement, je ne convenais pas. C'est comme ça. Je dois pas être assez... active, voilà. Y en a un qui m'a répondu qu'il fallait que je fasse plus de stories, plus de face cam sur Instagram, sur Facebook, que je fasse des lives, des machins. Je dis ouais, je suis désolée, je travaille, hein, j'ai pas que ça à foutre, donc je vais pas passer ma vie à faire ça, c'est pas mon boulot, donc voilà, mon boulot étant auteur, hein, je rappelle, voilà, en plus de celui qui me paye les factures. Donc, j'ai reçu donc des eaux troublées, donc merci mademoiselle, elle se reconnaîtra. Donc le nouveau, on va dire, dans une nouvelle saga, Stanislas Petrovski, donc c'est Porn is Born. Si je me fais pas virer de YouTube pour ça, on va rigoler. Non, je plaisante. Alors, on est en présence d'un nouveau personnage qu'il a créé. Alors, je le dis d'entrée de jeu. Je vous préviens, si vous avez l'esprit étriqué, si un rien vous choque, hein, style la vue d'une culotte vous choque, si les scènes un peu crues, les mots un peu crus, et toute l'ambiance OSS 117, San Antonio, et les soirées nocturnes de Canal+ de l'époque, encryptées, vous savez, ça vous rebute. Au revoir. Voilà. Non, parce que on est en présence de Rachida, qui est un flic de la BAC, au début, hein, à la base. Et c'est quand même une jeune femme qui, comment dire, tombe assez vite la culotte. Hein. Il faut dire que ce qui est. Bref, elle est libérée, délivrée, et plus que là. Enfin bref, c'est une femme libérée, comme dirait la chanson. Et elle s'embarrasse pas. Hein. Un collègue lui plaît. Elle lui saute dessus, enfin, réciproquement, et bon, voilà, c'est sa vie, elle est libre de tout. Et un soir, elle reçoit un appel
pour un saucissonnage. Et en fait, elle décide d'intervenir seule, chose qu'elle n'aurait pas dû faire, mais elle intervient, elle arrive à neutraliser les agresseurs. Manque de peau, le saucissonné, ce n'est autre que le président du parti d'extrême droite. Mademoiselle, elle les aime pas trop. Bref, il la provoque parce qu'il sait très bien que, bon voilà, elle a donné visiblement ses opinions. Il la provoque et, oups, boulette, elle le flingue. Mais c'est... non, mais vraiment, voilà, elle ne fait pas exprès, hein, voilà. Et elle va se réveiller dans un camp d'entraînement des renseignements généraux, enfin de la DGSI, donc des renseignements intérieurs français, qui l'ont fait passer pour morte. C'est-à-dire qu'ils l'ont... elle est morte en action, elle a été enterrée, décorée, bref, quick. Et ils vont l'entraîner pendant 1 an. Elle va rester à l'écart de tout le monde, y compris des gens, des parties de jambes en l'air, ce qui l'emmerde le plus, pendant 1 an, pour devenir un mercenaire et un tueur à gages de la République. Alors, première mission, être une star, enfin se faire passer pour une star du porno, pour infiltrer un truc d'escort girl, pour abattre... Vous voyez, voilà. Alors, comment vous dire que entre le fait que mademoiselle n'est pas farouche et qu'elle va se faire passer pour une star du porno et qu'il faut quand même qu'elle passe un minimum de casting, hein, pour... Ah oui, il y a des castings, hein, aussi. Bah voilà, alors si, comme je vous ai dit, hein, esprit étriqué, machin truc qui est révolutionné, vous n'aimez pas les scènes de sexe, vous n'aimez pas les filles un peu crues, etc., passez votre chemin, parce que sinon vous allez me faire une... Non, vous allez être en PLS, hein, je vous le dis tout de suite, vous allez me faire une... Non, vous allez avoir un problème, hein, donc voilà, hein, niveau d'humour très très haut, hein, quand même, il faut avoir. Moi, j'aime beaucoup, enfin voilà, il me fait mourir de rire, Stanislas Petrovski. Je sais qu'il est très sérieux, qu'il a fait des livres très sérieux aussi, puisqu'ils étaient Vincent était parfait, mais voilà, il a un humour, il a un langage, fleuri, pas fleuri, etc. Mais moi, j'aime bien ces personnages, ça me fait marrer ce genre de truc, parce que je ne prends pas les choses au pied de la lettre, et ça m'amuse, voilà. Alors, c'est bien écrit, je pense que le 2e tome, comment vous dire Voilà. Ah ben, elle va pas s'ennuyer la donzelle, hein, voilà. Ah bah oui, il tient un bon personnage de fille, libéré, délivré, et c'est ce qui va avec, hein. Ah ouais, ça, elle s'ennuie pas avec les garçons. Oh, pourquoi elle a raison. Ou pourquoi on s'ennuierait, hein, voilà. Autant être tout contre, comme disait ma grande-tante. Alors, 2e livre reçu toujours par les eaux troubles, toujours, donc, pour le service de presse, et donc toujours de Stanislas Petrovski. Alors là, on est sur la suite des aventures de notre curé. Alors c'est un genre James Bond en soutane. Bon bref, c'est le chef du... Enfin, c'est l'agent secret du Vatican. Il enlève autant la soutane que la bestiole, elle enlève sa culotte, hein. Ah oui. Voilà, donc on est sur les braises ardentes donc de Stanislas Petrovski, qui est une nouvelle aventure de notre curé qui s'appelle Requiem, enfin c'est son nom de code. Et là, il va se retrouver dans un EHPAD en Bretagne. En fait, il est envoyé par le Vatican parce que il y a certaines personnes, enfin des petits vieux, qui donne des assurances-vie à l'église. Et l'église, comment vous dire? Bon, elle racle un peu les fonds de tiroir. Donc, une belle assurance-vie, c'est quand même pas négligeable. Le problème, c'est que, malgré le fait qu'ils savent qu'ils ont des assurances-vie, le fric arrive jamais chez eux. Donc, ils envoient Requiem en se disant, ouais, quand même, hein, y a un souci, on n'a pas les pépettes. Donc, monsieur débarque en Bretagne, à l'EHPAD du coin. Le problème, c'est qu'il y a quand même une bombasse atomique qui lui passe sous le nez, et l'autre, comme dit, j'ai fait vœu de célibat, mais pas d'abstinence, hein, donc on va pas s'ennuyer à regarder. Il lui compte pas fleurette, hein, voilà, voilà. Et donc, tout ce qui se passe dans un EHPAD. Alors, je dois avouer que je me suis aussi marrée, parce que, premièrement, c'est écrit à ça, personne, c'est-à-dire c'est Requiem qui explique son aventure. Moi, j'aime beaucoup la note de l'auteur, donc de Requiem, qui vous écrit. Je vous incite à aller lire la page de note de l'auteur. Voilà, elle est là. Parce que c'est, comme je l'ai publié sur Insta, tout le monde m'a répondu « Ah, c'est tout à fait toi !» Voilà.
Parce que en gros, il dit, dans une époque où dès que tu poses un mot sur un papier, tu dois faire gaffe à ne blesser personne, à une époque où dès que l'on cause, l'autre se sent fortement offensé, dans cette époque où même un vocable mal employé te menace d'un procès, j'arrête ici la liste, juste pour te dire que j'emmerde la bienséance, le politiquement correct, et encore plus la censure. Voilà, je ne finis pas la fin du paragraphe, mais vous aurez compris pourquoi. Et donc, il va lui arriver plein d'aventures à ce requiem, mais en sous-main, évidemment, toujours, hein, comme dans Porn is Born, Petrovski, il dénonce des choses, hein, voilà. Et là, les conditions de vie des EHPAD, des petits vieux, de ce qui peut se passer, de ce qui peut pas se passer, de comment on les laisse, certaines familles les laissent là dans l'EHPAD en disant, bon, je viendrai te voir l'année prochaine, ma pays, hein, voilà, c'est sympa. Voilà, donc moi j'aime bien le ton de Requiem parce que c'est assez olé olé, c'est assez irrévérencieux, en plus pour un curé, hein, faut dire, mais voilà, c'est agréable. C'est rien. Si vous avez entendu un gros bruit, un truc noir, c'est le général Hux. Je vous le montre, hein, parce que... Voilà, parce que il est en mode... comment dire et donc... Voilà, j'aime beaucoup, je me suis encore bien marrée, j'attends toujours avec impatience les aventures de Requiem. Curé sympa. Ça me fait penser à celui qui passe en soutane quand je sors du bureau à certaines heures. Il arrive en trottinette. Moi, je vais aller me faire confesser, je vous le dis tout de suite. Bon, bref, commencez pas, râlez pas. Oui, je vous dis, il faut, niveau d'humour, hein, si vous êtes outré ou à la même chose, il faut aller ailleurs, hein, il faut aller chez... Bref, autre roman, et donc, là, je m'attaque au Pavas, hein. Ah vous voyez, hein. Alors là, c'est la 7e fonction du langage de Laurent Binet, chez Grasset. Alors, je dois avouer que c'est un livre assez particulier, c'est très érudit, c'est complètement barré, c'est complètement loufoque, c'est... je sais pas quoi, c'est... Il y a de très longs dialogues et... Non, pas dialogue, mais il y a de très longues explications sur la sémantique, sur la sémiologie, sur le langage des symboles, sur la définition des symboles, etc. Puisque nous sommes juste avant l'élection de 1981. Roland Barthes vient de déjeuner avec Mitterrand, qui est le candidat. Et il se fait faucher par une voiture, voilà, une camionnette. Et c'est le point de départ de cette histoire. Laurent Binet déroule après, donc un flic DRG va arriver dépêché là, parce que bon, c'est quand même l'élection présidentielle, sensiblo, hein, voilà. Et puis bon, l'autre, c'est quand même un mec de l'intelligentsia, donc il faut pas non plus qu'il soit arrivé une connerie. Et ce flic va aller demander à la fac un spécialiste de ces langages et symboles. Il va tomber sur un thésard. Seigneur. Il va tomber sur un thésard et il va, comment dire, quand il va rencontrer Simon Herzog, il va, ce pauvre Jacques Bayard, il va tomber dans une fac pleine de gauchistes. Alors lui, il est de droite, mocassin à gland et toute la clique. Il vote Giscard, il capte pas le Che Guevara qui est sur la palette en train de gueuler révolution en plein milieu de la fac. Et ces deux-là, donc ce duo un peu improbable de briques et de broc, va se confronter à l'intelligentsia, rive gauche, rive droite. Tout le monde s'en prend pour sa pomme. On va croiser Derrida, Sartre, BHL au début de sa carrière, Foucault, Sartre, d'ailleurs, qui ne reconnaissent absolument pas Solaire, c'est la clique. Ils s'en prennent plein la pomme. Tout ça, évidemment, dans l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais tout est complètement... c'est entre l'érudition et le loufoque barré. C'est hyper intelligent, c'est prenant, je sais pas comment vous expliquer, en fait c'est véritablement l'ambiance de ce qui s'était passé en 1980-81, l'effervescence qu'il y avait autour de ce candidat socialiste où on se disait qu'après toutes les années de droite, bon ça passerait pas, parce qu'il s'était déjà présenté, il avait paumé. Mais il y avait quand même ce truc-là. Et toute l'intelligence. Mais alors, mais on leur envoie du bois sur la tonge. Enfin bref, tous leurs défauts ressortent. Mais voilà, c'est quand même
un excellent bon moment de lecture que j'ai eu. Je remercie d'ailleurs Karine Minier de la chaîne Le Coin de Lecture, donc notre youtubeuse québécoise, qui en avait partement bien parlé. Je voulais le lire, je l'avais quelque part dans le coin, et je ne savais pas quand je l'allais le placer. Ben, je l'ai placé là. Alors attention à vous accrocher, il y a quand même des passages assez longs sur la philo, la sémiologie, les différentes ramifications des intelligents, de l'intelligence parisienne, le microcosme, le machin. Il y a quand même des moments grandioses, hein. Il y a des moments, c'est complètement loufoque, ça part en live, etc. Le duo est de Brick et de Broc, il y en a un, il sait pas ce qu'il fout là, mais il y est, et l'autre qui... Voilà, franchement, c'est un très bon roman. Puis, je vous dis, ça reflète une époque. Ça reflète cette, oui, cette époque où tout semblait possible, où tout semblait évident, où il y avait un espèce de vent, bon, qui est un soufflet, hein, qui retombait très très vite, mais un espèce de vent de liberté qui allait arriver, machin, etc. Tout ça au milieu d'universités cotées, de gauchistes, de foot, de gigolos, de bains turcs, de troupes, de tout ce que vous voulez. Voilà, donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Après, attention, c'est exigeant, hein, c'est pas un truc que vous lisez sur la plage avec les gosses qui font des châteaux de sable, hein. Voilà. Ou sauf si vous avez un minimum de cerveau et de ciboulot et que bah, vous ne lisez pas, enfin vous n'êtes pas obligé de sortir le dictionnaire quand il y a des mots intelligents. Voilà, sinon vous allez en sortir enfin vous allez vivre avec le Larousse ou le Petit Robert à côté, hein, je vous le dis tout de suite. Mais sinon c'est voilà, c'est excellent. Puis c'est Laurent Binet, voilà, c'était le seul de Laurent Binet que je n'avais pas lu. Ah bah c'est fait parce que moi j'aime beaucoup Laurent Binet. Je trouve qu'il a une belle plume et qu'il est foncièrement très intéressant. Et dernier livre que j'ai lu dans la première dizaine de jours de avril, c'était toujours à cause et grâce à Karine, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Hénard. Donc c'est chez Actes Sud. Alors là, pareil, j'ai fait dans le loufoque et dans le barré, moi, et dans l'intelligent. Parce que c'est un roman qui est en véritablement 3 parties. La première partie, c'est un thésard qui arrive, David, qui a obtenu en bourse, alors obscur le truc, du département des Deux-Sèvres, pour finir sa thèse qui est la vie rurale au XXIe siècle. Et il trouve que c'est sympa, alors que c'est un citadin pur jus, hein, c'est un Parisien, il n'a jamais aidé Paris et le périph', le gars. Il décide de s'exiler 1 an dans les Deux-Sèvres, au trou du cul du monde, hein, voilà. Dans un petit village où il y a 3 canards, 3 trucs, machin, 2 pêcheurs, un bar et tout, et le maire qui est le président de la confrérie des Fossoyeurs, des pompes funèbres, oui. Et donc il arrive, ce gars, et il va commencer à tenir un journal de bord dans la petite première partie, une belle petite première partie, où il explique lui, le citadin qui tombe dans un village rural, basique, voilà. Donc moi ça m'a fait beaucoup rire, hein, parce que je voyais les vacanciers, les urbains, comme on les appelle, qui débarquent dans un village de Cambrousse et qui se demandent pourquoi le coq il chante. Ah mais c'est quoi ce bruit? Ah ben c'est une cloche, c'est l'Angélus abruti, voilà. Ou qui pense que oh il n'y a pas le wifi, ah bah non chaton on n'est pas encore raccordé, enfin si par les corbeaux, hein, voilà. Donc ça arrive la fibre, hein, vous inquiétez pas. Nous c'est prévu pour 2025. On va y arriver. Oui, oh bah quand je serai à la retraite il y aura la fibre. Et super. Non mais je plaisante. Et donc non, ils ont prévu pour 2025 pour tous les départements de la Dordogne. On va y arriver. Ils ont prévu peut-être avant. On a des chances, hein, on a des chances. Et il faut qu'ils fassent les cranchés, ils vont encore creuser devant chez moi, ça va m'énerver. Bref. Et donc, la première partie est un journal de bord d'un thésard qui arrive, qui ne sait pas ce que c'est la campagne. Et tout d'un coup, alors ça part à 180 degrés. Il nous plonge dans la préparation du banquet annuel de nos amis les Fossoyeurs, mais sur des générations, c'est-à-dire qu'il remonte limite à la nuit des temps, en nous expliquant à la façon de Rabelais la bouffe, l'agnole, les repas gargantuesques, tout ce qu'on peut imaginer, la façon de préparer les plats, qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. Et alors je vous jure, c'est une litanie à la Rabelais.
Vraiment, à la Rabelais, il y a des paragraphes entiers de bouffe, de victuailles, de préparation, etc. Bref, de ce des banquets précédents et de ce banquet. Et donc, quand on arrive à ce banquet, machin, bon, bref, toujours avec nos amis, le Frossoyeur, le Thésard et tous les habitants du village, hein, veaux, vaches et cochons couvés, et bien là, il repart à 182 degrés. Parce que nous repartons dans une... il est en train d'expliquer, il nous explique que, en fait, eh bien, on est tous réincarnés. Bah oui, fossoyeur, mort, réincarnation. Suivez, sinon on va pas s'en sortir. Et donc, là, il part, mais pareil que le truc Rabelais. Alors là, il part dans la philosophie, dans la religion, dans la réincarnation, etc. Et là, on a droit à un grand moment où il vous explique, en fait, on est tous réincarnés, et selon ce que vous avez fait dans le passé, vous êtes bien réincarné. C'est-à-dire que vous avez un métier, machin. Si vous avez fait une connerie, alors, que ce soit le patron ou un affilié, hein, on s'en fout. Vous croyez en un machin en haut. Alors après, ça peut être une cacahuète, le patron, une entité, quelque chose, ou rien. Mais en tous les cas, il y a un truc qui vous réincarne dans des animaux. Alors, au mieux, c'est un animal sympa, un chat, un chien, un perroquet, un poisson rouge. Là déjà, vous prenez cher quand même, hein, tourner dans un bocal. Ça peut être dans des cafards, dans des limaces, dans des fourmis. Sympa les fourmis, mais voilà. Voilà. Donc, selon votre degré de connerie dans votre vie, vous prenez cher. Très, très, très cher. Et en plus, il est très, très drôle, le patron. Il en a de la... Voilà. Donc, il s'amuse beaucoup. Hein, voilà. Et ça, c'est un troisième parti qui part, mais en live aussi. C'est du délire absolu. Et donc là, on finit par une quatrième partie, la vie du Thésard, donc de David, qui voit son ouverture d'avenir s'enjoliver. Il n'avait pas du tout imaginé ça à la base. Il faut dire qu'entre deux vers qui sont dans sa baignoire, les deux chats qui s'incrustent chez lui, qui sont plutôt collants, qu'il est fort occupé, qu'il y a une fille dans la ferme d'à côté, qui l'envoie bouler, mais qui lui plaît, mais qui l'envoie bouler, mais qui lui plaît. Bon, bref, c'est pas simple la vie à la Cambrousse. Hein. L'air est pur, mais c'est hard. Voilà. Donc, c'est encore un livre hyper bien écrit, très intelligent, très érudit, très il faut s'accrocher quand même. Hein. Les parties rabelaisiennes et les parties philo, cosmico quelque chose, voilà. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être décrocher. Voilà, si vous n'avez pas lu Rabelais, vous allez avoir un peu de mal. Hein. Moi, j'adore Rabelais, mais après, pas tout le monde a lu Rabelais. Enfin, vous êtes censé l'avoir lu à l'école quand même. Hein. C'était au programme de certaines parties Rabelais. Hein, donc, voilà. Donc, franchement, je me suis marrée. Hein. Même dans les parties un peu what the fuck, je me suis beaucoup marrée. Voilà. Donc, c'est un roman qui est pareil que le précédent dans le sens où c'était carrément assez loufoque, assez érudit, assez barré quelquefois, mais ça fait du bien, c'est un truc intelligent, voilà. Faites attention à votre âme quand même, hein, déconnez pas, parce que il a beaucoup d'humour, hein. Enfin de l'humour. Ça dépend, hein. Perso, moi, un verre de terre, ça m'emballe pas des masses, ça date en lambrique, hein. Enfin, surtout pas dans un tas de fumier. Vous voyez ce que je... Ah ouais, je sais. On sait jamais. Faites attention au patron quand même. Hein. Décodez pas, il est capable de tout. Ou alors l'entité auquel vous croyez, on s'en fout. Hein. Personnellement, vous croyez en ce que vous voulez. C'est déjà beaucoup de croire en quelque chose. Même si c'est dans le sens du vent. Voilà, donc ça c'est les 5 premiers que j'ai lus jusqu'au 9 au soir. Oui, nous sommes le 9. Oui, on est le 9. Oh putain. Putain, vivement que le lapin de Pâques passe, hein, parce que il me faut du chocolat noir pour remonter les neurones, hein, parce que là, ça va plus. J'ai été vidée, là, je crois. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai lu, la première partie.
Je ne sais pas ce que j'aurai le temps de lire pour le reste, sachant qu'il me reste à lire L'épidémie de 2034, donc le livre d'anticipation, pas celui de Lukowski, celui des deux Américains. Il me reste donc après le Mark Zellweger, qui est sa nouvelle saga d'un jeu d'espion Cold War qui s'appelle le Frère Ennemi. Normalement, il n'y a que ça. Sauf si en Dordogne, je tombe sur un truc, une BD au Leclerc du coin, là, qui vend des bouquins à 3 francs 6 sous. Je tombe un truc, mais j'irai pas acheter un roman parce que j'en ai quand même pas mal. Mais peut-être une BD où j'avais envie de m'acheter... une BD un peu légère, style... Astérix, enfin je les ai tous lus, mais vous voyez le truc quoi, un truc un peu sympa quoi. Voilà. On verra bien, on verra bien. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous tout de suite, parce que de toute façon, je vais coller la vidéo que j'aurai faite de mon bilan de la deuxième quinzaine d'avril, donc vous verrez bien. Voilà. Allez, soyez sages. Enfin, à tout de suite. Ça fait rigoler de dire ça. Et voici la partie point lecture. Quinzaine, avril, vacances. Voilà, donc évidemment je fais tout tomber. Alors, je suis désolée, vous avez entendu du bruit. Les oiseaux chantent, ils font les maboules depuis tout à l'heure, c'est carrément l'hystérie. Le premier que j'ai lu, c'est celui-ci, Être Cary Grant de Martin Reed. Je l'ai lu dans le train, c'est chez Gallimard. En fait, on parle de Cary Grant. Elle expose sa dualité, lui en tant que Cary Grant. Complètement, on va dire, inventé par les studios, créé de toutes pièces par les studios hollywoodiens de l'âge d'or. Et le petit anglais de Bristol, Archibald Elish, qui lui a une dualité, un passé assez difficile avec ses parents. Et cette dualité va être dans tous les sens de sa vie, puisqu'en fait c'est un homme qui aime autant les femmes que les hommes, plus les hommes que les femmes, mais en tous les cas qui se complaît dans les deux, et qui ne voit pas vraiment le problème, on va dire, mais simplement qui se cache. Voilà. Et à l'époque il fallait peut-être pas trop montrer, c'était en plus un sex symbole hollywoodien de l'âge d'or, donc bon on va pas non plus surexposer le garçon. C'est assez sympathique, mais j'ai trouvé qu'il y avait des redondances dans le texte. Il y a souvent des allers-retours, il y a souvent des va-et-vient qui sont pas forcément qui se suivent pas, c'est-à-dire que l'auteur va jusqu'à un certain point, puis elle va revenir en arrière, elle va repartir pour revenir. C'est un peu confus, c'est pas très gros en plus, donc moi perso j'ai pas appris tant de choses que ça sur Cary Grant. Mais voilà, je suis sortie mitigée parce que c'est pas véritablement ce que j'attendais. J'ai été un peu déçue. Reste le fait que vous pouvez vous retaper tous les films de Cary Grant. Hein. Ça ne fera de mal à personne. En plus, il est charmant. Voilà. Je vais éviter de balancer le livre par terre. Ouais, je vais le mettre dans le sapin. J'ai un sapin là. Autre livre que j'ai lu, ça s'appelle 2034, donc cette fois-ci c'est par l'amiral Stavridis et donc Elliot Ackerman. On est donc, comme le titre l'indique, bravo Lisa, c'est bien intelligent, 2034, on est entre deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine qui a atteint un niveau de cyberattaque et de cyberdéfense assez importante, sans que les États-Unis se disent « Oh quand même, on va faire quelque chose ». Et on est avec plusieurs pays, on est avec l'Inde, un général indien, on est avec un ex-général à la retraite iranien, on est avec des conseillers à la Maison Blanche et on est avec un conseiller militaire et le pouvoir en place chinois. Et en fait, la base, ça va être que un porte-avions américain et sa flotte, ses bateaux accompagnateurs, va rentrer dans des eaux qui sont pas des eaux chinoises, mais que les Chinois considèrent comme leur propre eaux territoriales. Ça va déclencher un mini-incident et parallèlement, on a un F-35 qui teste un nouveau système de brouillage d'avions et qui va en fait se retrouver tout simplement super
disons, abattu en vol et qui va se retrouver tout simplement en territoire iranien. Voilà, alors toutes ces petites choses vont faire que ça va être l'escalade assez rapide et que les Chinois vont tester leur cyberattaque et leur cyberdéfense et toutes les armes qu'ils possèdent pour pouvoir attaquer les États-Unis qui, eux, se posent la question de savoir comment ça leur tombe dessus. Et qui vont répliquer. Donc ça va être l'escalade, ça va être la menace d'utilisation des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire vraiment très ciblées quelque part, pour éviter le truc partout. Voilà. Et tous ces pays vont œuvrer, alors peu ou prou, récupérer des trucs. Alors, c'est un livre qui est assez agréable à lire, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de géopolitique, il y a beaucoup de politique militaire intérieure, il y a beaucoup de réflexions sur les relations internationales, sur ce qui aurait pu être fait ou ce qui serait à faire, etc. Le seul truc, c'est que il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il est assez aléatoire dans l'intérêt. Il y a des choses qui sont on passe de la stratégie guerrière absolue à un truc plus personnel, ce qui est quand même pas mal d'avoir des personnages dont on connaît la vie et qui peut influencer sa prise de décision parce que malheureusement ils ont quelqu'un qui pourrait se récupérer une arme nucléaire sur la gueule. Voilà, mais c'est vraiment l'histoire d'une escalade entre 2034 sur quelques mois qui voit exponentielle. Alors, il y a, je vous dis, un petit soufflet qui est redescendu 2-3 fois. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épilogue, donc rien que pour l'épilogue, franchement, ça vaut le coup de le lire. Si vous aimez la géopolitique, la guerre, l'anticipation, c'est écrit par deux personnes qui s'y connaissent. Il y en a un, c'est un ex-marine, l'autre, c'est un amiral, hein, donc... en gros, c'est des gens qui connaissent à peu près bien. C'est bien foutu, ça tape, hein, ça envoie du bois quand même un peu sur les Américains. Et leur système on est les maîtres du monde, mais on s'est pas aperçu qu'on s'était fait prendre quelques branlées depuis. Voilà, comme dirait en général, hein, avant les Américains arrivaient et finissaient la guerre et la gagnaient. Maintenant, ils la commencent et ils la gagnent toujours pas. Voilà. Alors, chacun ses goûts. Alors ça c'était le deuxième que j'ai lu. Le troisième que j'ai lu, en fait c'est une intégrale que une certaine dame, Chantal, m'a acheté. Donc je vous montre. Ça s'appelle Les Artilleuses, c'est de Pével et Willem. Donc il y a 3 coffrets. Enfin dans le coffret il y a 3 BD. Voilà. Si je vous montre du côté des BD, c'est à nous. Voilà. Donc là on est en 1911. On est avec, comme son nom l'indique, hein, des artilleuses. Donc c'est 3 femmes, une américaine, une anglaise et une française, qui font partie de ce monde qu'a imaginé Pével, c'est-à-dire le Paris des merveilles, que j'avais lu l'été dernier, donc avec Dame Chantal, en binôme sur les 3 tomes de ce document. Pour ceux qui se demandent, oui, parce que je viens de le voir, il y a le bac à poissons là-bas. Vous voyez le truc blanc là? Je sais pas, vers là. Voilà le truc blanc. C'est le bac à poissons. Ouais, il faut que je m'occupe des poissons aussi. Bon, bref. Et en fait, on est dans ce Paris qui a une liaison avec l'outre-monde, c'est-à-dire le pays des fées, des gnomes, des machins, etc. Et ce Paris de 1911. Donc là, ces 3 femmes sont des... c'est des femmes... Voilà, c'est bon, elles braquent les banques, hein. Elles font des trucs qui sont pas très catholiques, on s'en fout. Y en a une, c'est une lady anglaise, c'est un peu le cerveau de la bande. Elle a beaucoup de connexions un peu de partout. C'est une magicienne aussi. La deuxième, c'est une américaine, c'est un peu une Mae West. Ah oui, parce qu'elle a la poitrine qui sort de partout. Toujours des barésies avec des robes. Wouh! Oui, ça tombe la robe, hein, on s'en fout. Et la troisième, c'est une parisienne, une fée qui ne s'épanouit que quand elle est à Paris, ce qui est un peu embêtant quand elle voyage, mais bon, finalement, elle revient à Paris. Il va avoir le vol d'une bague qui est une bague, on va dire magique, qui a en relation avec la fée, la reine
de Outre-Monde. Et donc, elles vont enquêter, aidées par des bricoleurs de génie, par des potes. On va dire que c'est un peu la bande à Bono féminin. À part que eux tuent des gens, elles ne tuent pas, sauf si elles sont agressées par les flics. Et de l'autre côté, on a une genre de brigade du tigre féerique, avec un inspecteur un peu obtus. Et tout ça au milieu des renseignements généraux français et prussiens, qui essayent de récupérer des trucs. Voilà. Le dessin est beau. L'histoire de cette bague se suit sur les 3 tomes et ça rebondit constamment. C'est vraiment un petit bijou de dessin. Moi, je me suis régalée. Je regarde, il y a une rapiette, enfin un lézard. Coucou. Oui. Ah ouais, moi je suis dans le jardin, moi je regarde toutes les bestioles. Donc c'est franchement beau, c'est bien foutu. Elles sont drôles. D'ailleurs, vous la voyez, mais West Albarezi jusqu'en haut du port d'Artel. Elle est très drôle. Franchement, c'est bien fait, c'est marrant, c'est étonnant. Ça vous ouvre des perspectives sur le Paris de 1911, puisqu'en 1911, bon, alors bien sûr, il y a un côté magique, etc., qui a été décliné dans le Paris des Merveilles, mais il y a une grosse base. On croise des flics, on croise les brigades du tigre féerique. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on croise. Franchement, tout est bien foutu. Il n'y a rien qui dépasse. Moi, je l'ai lu en une demi-journée. En une après-midi, j'ai lu les 3. J'ai pas pu décoller de l'après-midi. Je me suis dit, il faut que tu lises et que tu finisses. Voilà, je voulais pas m'arrêter au premier tome et repartir après, machin, ça m'énerve. Donc ça, c'est ça. Et le dernier que j'ai fini, donc je l'ai fini ce matin, ça s'appelle L'épidémie de Assia Eriksdottir. Daughter, oui, vaut mieux. Alors, Assia Eriksdottir, c'est son premier roman, parce que je comprends. Alors, on est en Suède. Donc c'est un roman d'anticipation. Hein. On est en Suède avec un politique qui s'est fait élire avec comme ligne de conduite, on va virer les gros. Voilà. Donc en fait, pour lui, c'est que toute la Suède doit être mise au régime. Plus personne ne doit dépasser la taille 1. Enfin, il faut être à 0, hein, on va pas se faire chier. Et donc, en fait, de mesure en mesure, il pousse la population à se priver. Alors, soit parce qu'il va taxer le sucre, il va couper certains aliments que le gouvernement estime être nocifs pour les gens. Et ça va faire basculer des personnes dans l'anorexie, ça va faire basculer des personnes dans la folie, ça va faire basculer aussi des personnes dans l'autre sens, c'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils sont gros, il faudrait absolument qu'on les mette au banc de la société, parce que les gros sont censés être pas travailleurs, être feignants, ne pas avoir de volonté. Bah oui, vous ne maigrissez pas, c'est que vous n'avez pas de volonté, hein, c'est pas une idée. Et en fait, il va décliner ça, et ça monte crescendo, parce que petit à petit, toutes les mesures sont de plus en plus intenses, sont de plus en plus nocives, on va dire. Alors, le seul truc, je dirais pas que c'est une très bonne lecture. C'est une bonne lecture, mais ça m'a pas. Moi, j'ai vu passer des retours vraiment dithyrambiques. Moi, j'ai bien aimé ma lecture. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé que c'était assez plat dans les dialogues. L'entame est un peu mollasse. On voit où l'auteur veut nous amener, mais voilà, les dialogues au début, parce que on est avec Landon, en fait, le jeune homme qu'on suit, qui en fait vit avec une jeune femme qui s'appelle Rita. Au début, tout va bien, et quand ce gouvernement impose, cette jeune femme tombe véritablement dans l'hystérie et dans la volonté de maigrir à tout prix. Il va partir dans sa maison de campagne familiale. Il va rencontrer là une jeune femme et sa fille, donc Elena et Molly. Et Elena est tout en forme. Voilà. Et en fait, un jour, moi je vous passe, elle va disparaître. Je ne peux pas vous raconter, sinon c'est spoilé. Mais le seul truc, c'est qu'au début, les dialogues, moi j'ai trouvé ça plat. Je trouvais ça tellement gnangnan au début. Je me suis dit, putain, mais ça va où ?
Alors oui, il y a évidemment une charge contre la politique, il y a une charge contre la grossophobie, il y a une charge contre les dictates de la minceur ou les dictates tout simplement de la vie courante. Mais je vous dis, il y a des moments où je me disais, voilà. Alors, ça m'a beaucoup plu dans on va dire dans le dernier quart. Voilà, le dernier quart, j'ai vraiment hyper accroché parce que ça venait de plus intense. Le premier quart, moi j'ai trouvé que ça ronronnait, que les personnages étaient attachants mais simples, voire simplistes pour certaines choses. Voilà. Sinon, c'est un bon roman. On s'amuse beaucoup. On imagine beaucoup. Alors, quand je dis on s'amuse, c'est qu'on peut s'imaginer à penser que ça pourrait arriver, ce qui n'est pas une bonne idée. Non, parce que bon, oui, bon, c'est bien de manger. Enfin, non, mais voilà, on ne sait pas ce que les gens ont dans la tête, on ne sait pas ce qu'ils ont pour être gros ou minces. Hein. C'est pareil pour les. Alors là, ça tape sur les gros. Mais on pourrait très bien imaginer le même roman en tapant sur les gens qui sont trop maigres, parce que moi j'ai des copines qui sont vraiment très très, quand je dis minces, c'est maigre, hein, et qui ont reçu les mêmes réflexions que moi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ah oui non mais tu devrais manger un peu plus, et moi dans l'autre sens, c'est ah mais peut-être que si tu mangeais moins, je t'emmerde, hein, en gros. Et mes copines répondent la même chose, c'est on t'emmerde, on fait ce qu'on peut, voilà. Après chacun a sa constitution, chacun a sa vie personnelle, à chaque fois chacun a ses problèmes psychologiques, chacun a peut-être eu quelque chose dans sa vie qui l'a incité à faire quelque chose ou autre, peut-être que c'est métabolisme, moi perso c'est métabolique, hein, malheureusement. Je pense qu'à mon avis, ils pourraient couper ce qu'ils veulent, ça repousserait cette merde. Donc voilà, c'est chacun à sa corpulence, à sa vie, etc. Alors c'est vrai qu'effectivement ça dénonce certaines choses, ça dénonce le diktat, ça dénonce le poids de la société et du regard des autres par rapport à ce que vous pouvez imaginer, parce qu'en fait c'est souvent le regard de l'autre personne qui vous gêne et pas le vôtre, parce que en fait si vous êtes bien dans votre corps, il n'y a pas de raison, c'est juste le regard que les autres portent sur vous, qui quelquefois, si vous n'avez pas les épaules pour, peut vous trouver à vous déstabiliser et à vous pousser à faire certaines choses, c'est-à-dire à vous pousser à vous priver ou à meurtrir votre corps pour pouvoir arriver dans le standard que tout le monde pense être le standard, alors que en fait le standard c'est chacun ce qui fait ce qu'il veut. Voilà. Alors c'est un bon roman qui pose des bonnes questions, qui pose des bonnes choses, mais je vous dis, il y a des moments où les dialogues sont plats, où on voit où l'auteur va en venir, mais où on le voit arriver de très loin. Moi, j'ai à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est pas vrai, elle va pas faire ça. Et en fait, c'est une fille, je crois. Je sais, oui, c'est une fille. Oui, d'auteur, oui, c'est une fille. À un moment donné, c'est cousu du fil blanc. Enfin, pour moi, ça a été cousu du fil blanc, je l'ai trouvé. Et donc, je me suis dit, oh non, merde, c'était trop simple. Voilà. Mais sinon, c'est un bon roman, mais voilà, tout le monde en avait parlé de façon dithyrambique en disant c'était un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, c'est une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Mais je vous dis, ça vaut le fait de dénoncer le populisme, de dénoncer les problèmes que l'humanité se crée toute seule. Hein. En fait, les gens, il faudrait mieux de se regarder le nombril au lieu de regarder le nombril de celui d'à côté. Donc sur ça, j'étais d'accord, parce que je me suis dit, si ça peut ouvrir la discussion et les yeux de quelqu'un qui ressent l'agression des autres assez régulièrement, moi personnellement, j'en ai rien à carrer, mais c'est avec le temps, voilà, parce que quand on est plus jeune, quelquefois, on a une influence. Moi, j'ai jamais eu trop cette influence-là, j'ai eu de la chance, mais c'était le regard des autres, voilà, ou quand vous avez une réflexion. Alors, c'est pas forcément à vous qu'on fait la réflexion, mais c'est à la tierce personne qui est avec vous. Moi, ça m'est arrivé que, par exemple, lors d'un dîner, mon mec de l'époque, qui était placé à côté d'un couple, dont la fille était filiforme, elle lui a textuellement demandé ce qu'il pouvait me trouver. Donc elle lui a dit, il lui a répondu, je sais pas, je l'aime. Le truc con quoi. Mais il a pas compris sur le coup. Et en fait, elle lui a posé la question, elle lui a dit oui, mais enfin bon, elle est quand même pas mince. Le truc, ah non, c'est vrai, ah bah non. Il lui a répondu, je préfère une fille qui a un cerveau et des formes plutôt qu'une fille qui est mince mais qui a pas de cerveau. Voilà. Mais c'est la répartie d'un mec qui était normal. Mais pour en avoir discuté avec une de mes copines
qui alors elle est mince comme un coucou et dont son mec, tout le monde n'arrêtait pas de lui dire quand même et tout, elle doit être anorexique, c'est une fille à problème, tu vas avoir des soucis avec elle, etc. Bah, il n'avait pas le même caractère que mon mec. Et bah, ça a foiré leur histoire. Voilà, donc ne vous fiez pas aux apparences, hein. Cherchez juste derrière là. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai vu donc bah, pendant 15 jours. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, attendez, je vais choper les artilleuses. Ah, ça fait du bruit, hein. Voilà, c'est bien tout ça. Voilà, je vous laisse parce que y a le lézard qui est en train de monter sur la caméra. C'est inquiétant ça. Mais c'est fou ce truc, non? Et oh le lézard, hein, viens ici. Oh, troisième partie. Je le savais. Ah non mais je vous le dis. Donc vous aurez droit à 3 Lisa différentes. Donc la première que vous avez vu tout à l'heure, qui avait fait du 1er avril au 9 avril. La deuxième qui est dans le jardin, puisque j'ai déjà enregistré, donc je sais, je suis dans le jardin, il y a de la luminosité de partout, il y a des reflets de partout, super, la caméra a été... On entend plus les oiseaux que moi, mais on s'en fout. Et donc la Lisa, qui est là, avec vous, et qui a lu le dernier roman. Voilà. Et le dernier roman d'avril, eh ben je suis embêtée. Voilà, parce que c'est un auteur que j'aime bien, dont j'avais lu Les Espions du Salaire, etc., donc plusieurs ouvrages, qui est quand même quelqu'un qui écrit assez bien sur l'espionnage, etc., et dont je me réjouissais de lire le dernier, on va dire, roman et saga qui sort, et donc je crois que le deuxième épisode est prévu en septembre. Et comme je suis maso, je le prendrai aussi pour voir si c'était celui-là qui allait pas ou si c'était vraiment l'ensemble. Parce que bah, je l'ai aussi reçu des eaux troubles, puisque si vous avez vu La Palle, vous le savez. Donc c'est Frères ennemis, Cold War, Jeu d'espion, donc c'est le premier opus donc, de Mark Zellweger. Alors je dois avouer que j'ai été très étonnée, parce que, ayant l'habitude de cet auteur-là, j'ai toujours bien aimé son style. Et là, dès le début, bah, y a quelque chose qui a bloqué. Alors, on est en post-seconde guerre mondiale, entre des espions, donc américains et russes, qui sont principalement à Berlin, mais on ne les suit pas qu'à Berlin. Ils vont aller ailleurs, mais bon, en gros, au début, c'est Berlin, donc Berlin-Est, Berlin-Ouest. Alors, c'est toujours très bien documenté chez Zellweger, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Très intéressant quand vous ne connaissez pas trop, mais même quand vous connaissez, de voir la répartition qui était faite à l'époque et tout ce contexte post-war et donc pré-guerre froide, en gros, qui se préparait et on sentait monter la sauce. Et là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve en possession des mémoires d'un ancien espion soviétique qui est passé de main en main comme ça parce qu'en fait en gros il avait fait ses mémoires mais il voulait pas les divulguer de peur d'aller au goulag, donc quelqu'un les a cachés, quelqu'un qui l'a fait hériter à quelqu'un de sa famille, et donc cette jeune femme les trouve et décide de les plus ou moins remanier entre les guillemets, de les réécrire pour que ça soit correctement écrit et de les publier. Alors, elle aussi, elle passe entre les gouttes russes, hein, oui, ils sont pas très contents, hein, voilà, qu'on divulgue des secrets. Et donc, on part avec cet espion russe qui va développer une amitié avec un espion américain qui est sur place. Et là, eh bien, les premières scènes, pour moi, étaient un peu invraisemblables. Les dialogues, alors déjà, les dialogues sont assez simplistes, même quand l'action potentiellement ne l'est pas. Voilà. Et alors les dialogues dans plus ou moins la première rencontre qu'ils font ensemble, qui se voient pour la première fois, je me suis posé la question de savoir si l'auteur n'avait pas décidé de faire une saga au second degré. Alors, je ne le connais pas suffisamment pour lui dire « Hey Marc, tu pourrais m'expliquer, ou vous pourriez m'expliquer si c'est du second degré ?» Je ne pense pas, parce que c'est quand même pas son premier espionnage. Donc je pense que c'était voulu. Et alors, les dialogues sont pas crédibles. C'est-à-dire, ils arrivent, pour moi en tous les cas, alors moi je suis
hein, je suis niveau zéro de l'auteur d'espionnage, hein, j'en ai jamais fait. Mais j'ai quand même regardé des films, j'ai quand même lu d'autres romans d'espionnage, il y a quand même des grosses pointures d'espionnage, notamment américaines. Alors bien sûr, c'est le prisme américain, mais il y a d'autres, on va dire, bougez pas, X fait des conneries. Petite histoire, X se pendait au rideau. Un truc qui fait 6,50 kg, il se pend au rideau d'une tringle qui tient un peu comme par miracle. Il est fou ce chat. Bon bref. Les amateurs du Général Hux, si vous voulez le prendre pour qu'il se pende à vos rideaux, allez-y, parce que moi je le donne. Hein. Enfin, je le donne, je le prête, je le récupère. Bon, bref. Et donc, on était dans ce bar. Et alors là, le bar, le truc pas crédible. Déjà, premièrement, vous êtes censé être des espions, donc vous interpellez pas l'espion du camp adverse comme si c'était... si là, tiens, l'espion américain, ça va, pote. Alors déjà... Et alors là, débarquent deux filles qui sont visiblement des espionnes aussi, ou alors des novices, enfin en tous les cas au début. Une c'est une bombe atomique, l'autre c'est une petite russe qu'on voit arriver à 25 km et demi, voire 30 bornes, que c'est des filles qui sont des espionnes, qui sont là pour un peu les faire parler. Ça se papote assez... Voilà, alors je veux bien que c'est une autre époque, que c'était les années, fin des années 40, qu'il y avait peut-être ce genre de truc, etc. Mais alors moi, ça m'a bloqué. Alors ça a commencé à me bloquer, puis après, il y a beaucoup de scènes qui sont répétitives dans ce style-là. Et là, ça m'a bloqué la lecture. Alors, je l'ai lu, hein, je l'ai lu, parce que moi, je suis une fille, je suis pas une bonne élève, mais voilà, je voulais savoir ce qu'il en était. C'est agréable à lire, mais je vous dis, ça m'a bloqué la lecture entre les dialogues assez simplistes et il y a pour moi il y a des redites, il y a des voilà, ça se dit quand ils rentrent dans le bar par exemple, il y a quelques scènes où c'est on a l'impression de l'avoir déjà lu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est un livre assez agréable à lire si vous aimez les trucs d'espionnage léger, mais la qualité qu'avait, par exemple, dans Les Espionnes du Salaire, d'espionnage et de niveau, par exemple dans Alan Dulles, etc., qu'il a fait, lui aussi, Zellweger, il y avait un autre niveau. Alors, c'est pas non plus du comme si, hein, calmez-vous, mais il y avait quand même... Et là, j'ai été très étonnée. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fini le mois sur une demi-déception, parce que je m'attendais à beaucoup mieux que ça, et j'ai été étonnée. Voilà. Alors, je ne suis pas encore allée sur les autres sites pour voir les critiques des autres lecteurs. Donc, c'est ce que je ferai après avoir mis ma chronique, parce que c'est comme ça que je fonctionne, et je le dis pour ceux qui me demandent, que ce soit Babelio ou Livre Addict. Généralement, je ne lis pas les chroniques des autres, ou par exemple, je ne regarde pas les chroniques des booktubeuses ou des instagrammeuses ou vous, lambda, qui les publiez sur vos blogs, parce que je veux pas être, pas spoliée, mais je ne veux pas être orientée. Et généralement, quand j'ai fini ma chronique écrite, parce que je les écris toutes, hein, mes chroniques, même si je ne le mets plus trop sur le blog, parce que bah, j'ai plus trop le temps, mais je les écris toutes. D'ailleurs, généralement, si vous allez sur Babelio, elles sont écrites, hein, c'est pas trois phrases, hein, c'est quand même plus d'une vingtaine de lignes, généralement, enfin j'essaye. J'essaye d'argumenter en tous les cas. Là, oui, je lis. C'est-à-dire quand je poste la mienne, une fois qu'elle est postée, que j'ai mis les notes, ou que j'ai mis mon étoile, machin, etc., je regarde les autres. Je regarde au moins les 10 dernières qui ont été postées. Pas celles qui datent de 300 ans, mais je regarde les 10 dernières en général. Je surveille le Général Hux parce qu'il est encore tendance à faire une connerie. Voilà, donc voilà. C'est quand même une déception. Donc sur l'ensemble du mois d'avril, j'ai eu des très bonnes lectures, des mitigées. Vous avez vu que on m'a offert les 3 tomes des Artilleuses, que je me suis régalée. Je pense que c'est une de mes meilleures lectures du mois. L'Épidémie, j'ai été un peu mitigée. Très bonne lecture, mais voilà, je m'attendais aussi à autre chose, hein. J'ai vu arriver le truc à 25 km. Je vous l'explique. Je l'ai expliqué donc dans le morceau précédent. Voilà, donc en gros, mon mois d'avril n'a pas été mauvais, sauf que je me suis peut-être attendue à des choses. Pour l'Épidémie, il y avait tellement de retours dithyrambiques qui sortaient que je me suis dit, putain, ça doit être la claquasse de l'année. Voilà.
c'est un bon livre. Mais moi, je l'ai vu venir à pratiquement un cinquième. Hein. J'ai vu arriver tout ce qui arrive à peu près un cinquième du livre. Je savais ce qui allait se passer. Pareil, dialogue, je sais pas s'il est précisé, je me rappelle plus, mais dialogue simple. Hein. Ah ouais, c'est même, quelquefois, c'est limite plat. C'est un peu bizarre. Alors, je sais pas si c'est la traduction. Faudrait que je demande à mon amie suédoise qu'elle le lise et qu'elle me dise si c'est pareil en suédois ou non. Voilà. Donc ça, c'était le point lecture d'avril. Alors, vous me verrez dans la même tenue, la même tronche, parce que j'enchaîne avec la pile à lire de mai, pour la bonne et simple raison que je suis encore à la bourre. Hein. Voilà, comme d'hab. Non, disons que comme je reviens de vacances, je n'ai rien foutu pendant les vacances. Hein. Je ne tourne pas, à part le point de lecture que vous avez vu avant, mais ça, il fallait que je le tourne parce que je n'ai pas ramené les livres. Comme je n'ai pas eu de coup de cœur, je n'ai pas ramené les livres. Et que j'aurais bien ramené les artilleuses, mais le problème, c'est que ça pèse 4 tonnes et demie. Donc, dans les valises, hein, c'était ou le Généralox ou les artilleuses. Alors, j'ai ramené le Généralox. Ah bah oui, hein, pauvre bête. Bon, faut bien que je le ramène pour qu'il fasse des conneries. Voilà, donc, non, franchement, voilà, c'était pas un mauvais mois, mais c'était sympa, voilà. Et bah écoutez, on se donne rendez-vous mercredi pour la pile à lire de mai, sachant que j'aurais commencé, et fini le Gentelet. Voilà, et donc je vais vous montrer ce que je vais lire, sachant que je vais peut-être rajouter une BD que j'ai montré dans le bilan du premier trimestre de la palle qui me reste, qui est Snowpiercer, enfin transpersonnage en vérité. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention vous, parce que cette vidéo va durer 4 plombes et demi, sachant que j'ai fait 3 morceaux et que j'ai fait n'importe quoi, comme d'habitude. Allez, faites attention à vous. On se donne rendez-vous mercredi. Après, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme vidéo, mais il y aura le dernier... la dernière genèse, hein, donc avec Cassian, et enfin, le secret de Cassian en vérité, moi je l'appelle Cassian, c'est mon pote, alors je fais ce que je veux, et que il y aura la thématique 3 fois 3 égale 1, hein, et je vous réserve une surprise. Je fais ce que je peux. Voilà. Allez, d'ici là, bisous bisous, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Ciao.